Salam alaikum. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, monsieur. Oui. Oui, monsieur. D'accord. Donc, tout d'abord, j'espère que vous vous portez tous très très bien. On va essayer donc de commencer la séance 3. Donc, comme vous arrivez à le voir sur vos écrans, aujourd'hui, on va consacrer cette séance à deux parties. Une première partie A, on va essayer de récapituler l'ensemble de ce qu'on a vu avec un exemple. On va essayer donc de travailler un exemple, cette fois-ci aussi sous MATLAB, question de vous donner donc les commandes nécessaires pour réussir un exemple de commande dans l'espace des temps. La deuxième partie, donc si jamais on y arrive, on va essayer de rajouter une action intégrale. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on n'a pas encore vu pour l'instant. Alors ça va rentrer toujours dans le même exemple. Alors cet exemple, on va commencer par une analyse du système en boucle ouverte. Donc on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. On va essayer de modéliser le système, étudier sa stabilité, sa commandabilité, on va étudier l'observabilité. Donc, au terme de cette séance, tout élève normalement doit être à même de réussir lui-même la partie A, pour un autre exemple éventuellement. Dans la deuxième partie, toujours pour l'exemple de récapitulation, on va essayer de voir comment implémenter une commande dynamique. On va voir à quoi ça sert, comment choisir les pôles du système et comment calculer la matrice de retour, bien évidemment en utilisant MATLAB. Puis, on va essayer de voir ce que c'est qu'une commande statique. On va voir comment la calculer. Ça se fait en deux étapes. On va commencer par calculer la matrice de transfert après la première correction, c'est-à-dire la correction dynamique. Et puis, on va essayer de voir comment calculer justement cette matrice de compensation statique. Alors, cette compensation statique, on va voir son inconvénient, à savoir le manque de robustesse, ce qui va nous ramener à faire la partie B et voir comment rajouter une action intégrale, autrement travailler avec un proportionnel intégral, mais dans l'espace des temps. On va voir la loi de commande, comment ça s'écrit, et on va voir que cette loi de commande permet éventuellement d'annuler l'erreur statique et de rejeter les perturbations. Alors, le système sur lequel on va travailler aujourd'hui, c'est un système de 3 réservoirs communicants, comme vous pouvez le voir sur le diapositive. Donc, je vais prendre le pointeur. Voilà. Alors là, vous avez 3 réservoirs, chacun ayant sa propre section, respectivement la section S1, 2 et 3. On va s'intéresser à 3 variables d'état qui sont les niveaux, bien les hauteurs, au niveau de chaque réservoir, donc X1, X2 et X3. Pour contrôler ce système, on dispose d'une seule entrée qui est QE. C'est le débit avec lequel on peut alimenter les 3 réservoirs. Alors on va supposer, et ça c'est vrai physiquement, que tout le temps, on a la hauteur dans le premier réservoir qui est supérieure à la deuxième, qui elle aussi est supérieure à la troisième. Et ça, c'est à peu près illustré par le graphe que vous êtes en train de voir. Alors, la première phase pour aborder un système et le contrôler dans l'espace d'état serait de le modéliser dans l'espace d'état. Alors, on va essayer de faire un bilan de matière autour de chaque réservoir. Si vous prenez par exemple le premier réservoir, il est alimenté par le débit QE et il va laisser passer un débit à ce niveau-là qu'on a noté Q1,2. C'est-à-dire c'est le débit qui communique entre le réservoir 1 et le réservoir 2. Alors, le volume accumulé à l'intérieur de ce réservoir, c'est S1, la section, multiplié par la différence de hauteur dx1. Si on divise par dt, on aura tout simplement la différence entre le débit qui entre, à savoir QE, moins le débit qui sort. On fait pareil pour le deuxième réservoir.
Au niveau du deuxième réservoir, l'accumulation serait égale au débit Q1,2 qui entre, moins, cette fois-ci, deux débits. Le débit de communication avec le bac 3, S23, à ce niveau-là, et un débit de soutirage qu'on a noté QS2. QS2. Pour le troisième réservoir, c'est pareil. Donc, S3, D2X3 sur TT, ce n'est rien d'autre que le débit entrant, Q23, moins le débit de soutirage, QS3. Alors maintenant, ça c'est un bilan de matière. On va essayer d'exprimer les différents débits en fonction de X1, X2 et X3. Pour ce faire, on va supposer que les débits sont libres, c'est-à-dire que le soutirage ne se fait pas par une pompe, par exemple, mais il se fait juste à cause de la pesanteur. Donc, le système va être décrit par trois équations différentielles, chacune de premier ordre. Alors, si on prend par exemple x point de t dans sa première composante, c'est-à-dire d2x1 sur dt, c'est 1 sur la section, le débit d'entrée QE, moins une constante, un paramètre du système, fois la différence de niveau entre x1 et x2. x1 et x2 ramené à la racine carrée. Donc ça, c'est vrai parce qu'on est en train de supposer que les débits sont libres, sont dus essentiellement à la pesanteur. Alors on fait de même pour les trois accumulations, d2x1 sur dt, d2x2 sur dt et d2x3 sur dt. Bien évidemment, vous êtes en train de remarquer comme quoi le système n'est pas linéaire. Et ça, il est flagrant du moment qu'on a la racine. Quand on a la racine, le système n'est pas linéaire. Alors, ce modèle n'est pas linéaire. On ne peut pas le modéliser dans l'espace d'état par un modèle linéaire et du coup, on ne peut pas passer à l'analyse du système, à savoir étudier la stabilité, la commandabilité ou l'observabilité. On est obligé de le linéariser au voisinage d'un point de fonctionnement. C'est-à-dire, on va essayer de faire un développement limité pour les racines afin d'avoir une approximation de ce modèle. Et cette approximation va rester valable dans un domaine de définition qui ne s'éloigne pas trop d'un point de fonctionnement qu'on va choisir. Alors, pour le choix de notre point de fonctionnement, on va se fixer un débit d'entrée à l'équilibre qui est égal à 100 litres par heure, l'équivalent de 2,78 10 puissance moins 5 mètres cubes par seconde. Après un certain temps, si on applique ce débit, on va s'apercevoir comme quoi les hauteurs x1, x2 et x3 vont se stabiliser à des valeurs nominales qui sont données par x1 à peu près égal à 26 cm, x2 21 cm,48 et finalement un x3 de 18,03. Alors durant cette séance, on ne va pas s'intéresser vraiment au développement des calculs, en un développement limité en série de Taylor. Je vais vous donner directement le résultat, mais pour des TD qui vont venir après, on va essayer de voir ça. Alors là, ce qu'il faut souligner, c'est que même un système non linéaire, on peut le traiter comme étant un système linéaire, et ça, si on arrive à le linéariser. Alors, pour linéariser un système, à vrai dire, il y a une seule condition, c'est que la fonction f, autrement dit, aujourd'hui, les racines, admettent des développements limités au voisinage du point de fonctionnement donné. Si on veut se restreindre à un développement limité d'ordre 1, la fonction racine, par exemple, aujourd'hui, doit être au moins de classe C1. Alors ça, on ne va pas le traiter aujourd'hui, on va passer directement au résultat. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on linéarise un système, on va travailler autour d'un point d'équilibre et le modèle qu'on a serait un modèle en différence.
C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir x point qui est égal à ax plus bu, on aura delta x point qui est égal à a delta x. Ça veut dire qu'on ne va traiter que les variations de x autour de son point de fonctionnement. On ne va pas travailler avec la grandeur totale, x en mètres, mais on va juste voir la différence par rapport au point d'équilibre. Alors, bien évidemment, si on s'intéresse à un autre point d'équilibre, on va essayer de développer un autre modèle, cette fois-ci au voisinage du nouveau point de fonctionnement. Donc ça, on ne va pas s'y retarder trop. L'essentiel, on va le voir après, comment calculer les matrices A et B. Alors aujourd'hui, on va supposer que ces matrices sont déjà établies et que l'on peut décrire notre système comme ça par un modèle linéaire avec des matrices A, B, C et D. Vous savez très bien que les matrices A et B dépendent de la nature du système lui-même. Ils sont donnés là. Et en ce qui concerne la matrice C et la matrice D, ils vont dépendre étroitement du choix des sorties, c'est-à-dire là où on va faire des mesures. Alors aujourd'hui, par exemple, on va supposer qu'on dispose d'un seul capteur au niveau du troisième réservoir. Ça veut dire qu'on est en train de mesurer x3. Alors pour l'étude, on va supposer qu'on est en train de mesurer juste x3. Pour implémenter la commande, on va essayer que x1 et x2 sont observables à partir de x3. Aujourd'hui, on va supposer qu'ils sont accessibles à la mesure. Ça veut dire qu'on dispose de leur valeur en fonction du temps, x1, x2 et x3. Mais ça, on va le traiter la séance prochaine pour voir comment utiliser ce qu'on appelle un observateur pour lequel on va juste donner x3 et c'est lui qui va essayer de reconstruire x1 et x2. Alors maintenant, si on dispose des matrices A et B, on peut commencer l'analyse de notre système en boucle ouverte. On va supposer maintenant que le niveau x3 est mesuré. Le choix de la matrice C, c'est alors 0, 0, 1. Et comme la sortie figure parmi les variables d'état, la matrice de couplage D est nulle. Le modèle, on va le supposer x point égale à ax plus bu, y égale à cx plus du. Là, j'ai omis le delta, mais il faut garder toujours dans l'esprit que la x de t, ça correspond aux différences de niveau et non pas directement au niveau. Évidemment, du moment que le point de fonctionnement il est connu, on peut à tout moment calculer la hauteur effective au sein de chaque réservoir. Alors maintenant, la phase de modélisation est terminée. On a la matrice A et la matrice B suite à la linéarisation. Les matrices C et D sont maintenant définies du moment qu'on a choisi x3 comme une sortie. Alors à tout moment, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sans lever la main, sans rien du tout. Donc moi, je voudrais bien avoir une séance qui est interactive, sans problème. Donc à tout moment, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Alors maintenant, notre système, il est modélisé. On va commencer à l'analyser. Alors on va commencer en premier lieu par se poser la question, est-ce que ce système est stable? Alors maintenant, si on suppose que QE est un débit borné, c'est-à-dire qu'il a une valeur finie. On se pose la question, est-ce qu'il y a un régime permanent qui va s'établir à un certain moment avec X1 et X2 et X3 qui ont tous aussi des valeurs finies. Donc ça, c'est en quelque sorte la définition de la stabilité. Alors maintenant, pour étudier la stabilité, il faut qu'on se concentre uniquement sur la matrice A. Cette matrice A va déterminer si le système est stable ou instable. L'idée est très simple. Il suffit de calculer les valeurs propres de A et vérifier leur partie réelle.
Si toutes les valeurs propres de la matrice A ont leurs valeurs réelles strictement négatives, c'est que notre système est stable. Alors maintenant, pour calculer les valeurs propres de A, on va passer par le polynôme caractéristique de A. Le polynôme caractéristique de A va être un polynôme de degré 3, parce qu'on a une matrice de dynamique 3 fois 3. Alors, il est défini comme étant le déterminant d'un certain lambda fois l'identité 3 fois 3, moins la matrice A. Et là, quand on calcule ce déterminant, on va tomber sur le polynôme caractéristique fonction de lambda. Vous pouvez voir que c'est toujours avec un certain A3 qui est égal à 1. Il est d'ordre 3 ou de degré 3 parce qu'on a 3 variables d'état. Alors maintenant, on peut utiliser MATLAB pour calculer le polynôme caractéristique de A. Pour ce faire, une fois sous MATLAB, vous commencez par définir votre matrice A. Alors là, je l'ai déjà. Pour construire une matrice, ça se construit ligne par ligne. On met un point-virgule pour dire comme quoi on va passer à la ligne suivante. Donc là, vous avez 3 coefficients dans la première ligne, et ainsi de suite, pour compléter toute la matrice A. Alors maintenant, si on exécute, on a notre matrice A. Donc on va essayer de construire l'ensemble des matrices. Là, ils sont exécutés, vous pouvez les voir dans le workspace. Donc vous avez la matrice A, B, C et D. Par exemple, la matrice B, on peut la visualiser. Donc c'est bien ça. Matrice C, qui correspond à la mesure de la troisième variable d'état. Et la matrice D, évidemment, c'est un 0, mais c'est un 0 scalaire, étant donné les dimensions des autres matrices. Alors maintenant, si on utilise la commande poly, et entre parenthèses A, MATLAB va nous donner 4 coefficients qui correspondent exactement au coefficient du polynôme dénominateur ou le polynôme caractéristique de A, à commencer par l'ordre le plus élevé. Alors, c'est ce qu'on est en train de voir sur la diapositive. Sur la diapositive, là, vous avez le premier coefficient, donc c'est ce coefficient-là, le deuxième, le troisième et le quatrième. C'est comme ça qu'on construit donc le polynôme caractéristique pour une matrice de dimension quelconque. Alors maintenant, si on veut étudier la stabilité de ce système d'une manière analytique, et étant donné qu'on ne peut pas résoudre un polynôme d'ordre 3, on peut toujours utiliser le critère de route. On peut utiliser le critère de route sans problème. Mais là, du moment qu'on dispose de MATLAB, on va essayer de calculer les valeurs propres, mais d'une manière numérique. Alors pour ce faire, MATLAB il nous propose la commande EIG. EIG pour A, ça vous donne tout simplement les valeurs propres de A. Donc maintenant, en analysant ces valeurs propres, qui se trouvent toutes négatives, on conclut qu'en quoi notre système va être stable en boucle ouverte. Il va être stable en boucle ouverte. Alors là, quand on calcule les valeurs propres de A, qui sont au nombre de 3, ce sont les racines du polynôme caractéristique, le système il est stable en boucle ouverte. Pour discuter maintenant la commandabilité. Oui. Quelle est la condition de stabilité? La condition de stabilité, c'est que les valeurs propres de A soient tous en valeur réelle strictement négatives. Alors maintenant, vous arrivez à voir les valeurs propres de A. Les valeurs propres de A sont toutes négatives. C'est pour cela qu'on a conclu comme quoi le système il est stable. Alors, si les parties réelles sont négatives, ça veut dire tout simplement que le système est stable.
si on a des valeurs propres qui sont complexes, mais aux parties réelles strictement négatives, ça veut dire que le système est stable, mais qu'il va osciller autour de son point de fonctionnement, une oscillation qui est amortie. C'est qu'après qu'il va se stabiliser à sa valeur permanente. Mais quand on s'aperçoit que les valeurs propres sont des réelles strictement négatives, ça veut dire que les hauteurs x1, x2 et x3 auront un comportement apériodique. Ils ne vont pas osciller. Il n'y aura pas un dépassement. Il n'y aura pas un dépassement. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est juste la partie réelle. Comme ça se trouve que ce sont des réelles et négatives, alors ça veut dire tout simplement pour nous que le système est stable. Alors maintenant, on a conclu sur la stabilité en travaillant juste avec la matrice A. Alors maintenant, on va essayer de voir est-ce que ce système est commandable. Alors, avant de vérifier ça en utilisant le critère, on va essayer de le voir intuitivement. Qu'est-ce que ça veut dire un système commandable? Ce système serait dit complètement commandable si x1, x2 et x3 sont toutes les trois commandables par l'entrée dont on dispose, à savoir QE. Alors là, on se pose la question, est-ce que QE nous permet de remplir le premier réservoir à une hauteur x1 donnée? Est-ce qu'il nous permet de le faire pour x2 et est-ce qu'il permet de le faire pour x3? Alors maintenant, pour le prouver d'une manière analytique, on doit utiliser le critère de Kalman. Pour ce faire, on doit construire la matrice de commandabilité. La matrice de commandabilité par construction, c'est B, AB et A carré B. On se limite à A carré parce qu'on a un système d'ordre 3. Sinon, il faut aller jusqu'à AN-1, A à la puissance N-1 multiplié par B. Alors, cette matrice s'écrit directement comme étant B. Là, vous avez la matrice A qui multiplie le vecteur B. Et là, vous avez la matrice A au carré qui multiplie B. Alors, si on est sous MATLAB, la commande CTRB contrôlabilité. Elle requiert comme argument A et B. Et si on lui donne A et B, ben il nous donne directement la matrice de commandabilité. La matrice de commandabilité. Donc ça, on peut le vérifier sur MATLAB. Si on dispose déjà de A et de B, chose qu'on a, on utilise tout simplement la commande CTRB pour A et B. Et là, on a le résultat. Donc, c'est ça notre matrice de commandabilité. On va la noter comme... Alors maintenant, vous arrivez à voir comme quoi c'est une matrice 3 fois 3. Le nombre de lignes, il est toujours égal à la dimension de A, c'est-à-dire le nombre de variables d'état, on a 3. Mais le nombre de colonnes, c'est N multiplié par le nombre d'entrées. Aujourd'hui, comme on est en train d'étudier un exemple à une seule entrée, il se trouve qu'on a aussi 3 colonnes. Alors, cette matrice de commandabilité, on le voit bien, il est triangulaire supérieur. Son déterminant serait le produit des éléments qui se trouvent sur la diagonale. On voit clairement que son déterminant est différent de 0, ce qui veut dire que son rang est égal à 3. Alors, son rang, on peut le calculer directement avec la commande rank de la matrice comp. Elle vous donne comme quoi le rang est égal à 3. Alors, du moment que le rang est égal à 3, vous pouvez conclure que votre système est complètement commandable. Le rang égal à 3 et le système est complètement commandable. Ça veut dire maintenant qu'on peut contrôler x1, on peut contrôler x2 et on peut contrôler x3 rien qu'avec une vanne qui va, elle, manipuler le débit QE.
Alors maintenant, on se pose la question, est-ce que la mesure de x3, autrement dit une matrice C égale 0, 0, 1, permet de nous renseigner sur x2 et x1. Donc si on dispose d'un seul capteur pour mesurer x3, est-ce qu'il est suffisant pour donner les mesures x2 et x1? C'est ce qu'on appelle l'observabilité. L'observabilité. Alors pour vérifier ça, on doit définir la matrice C et l'utiliser pour calculer la matrice d'observabilité. Alors la matrice d'observabilité, c'est CA au carré. Cette matrice d'observabilité, donc la première partie là, c'est la ligne qui correspond à C. C multiplié par notre matrice A et C multiplié par notre matrice au carré. C'est la matrice de dynamique, la matrice A. Toujours sous MATLAB, cette fois-ci la commande OBSV qui requiert comme argument A et C permet de calculer la matrice d'observabilité. Cette matrice d'observabilité. Pour laquelle, encore une fois, on va calculer le rang. Et du moment que ça se trouve égal à 3, alors le système est complètement observable. Alors maintenant, si on repose la question, par exemple, est-ce que la mesure de x1 permet de renseigner sur x2, x3? Qu'est-ce qu'on va changer dans le critère? Est-ce que vous avez une idée? Supposons qu'on dispose d'un capteur de niveau, mais qu'on a implémenté au niveau de S1, le premier réservoir. Qu'est-ce qui va changer? C'est la matrice C. C'est la matrice C qui va être à ce moment égal à 1, 0, 0. Alors si on redéfinit la matrice C, alors la matrice C pour l'instant c'est ça. On peut la redéfinir par exemple à 0, 1, 0. Là, ça veut dire tout simplement qu'on est en train de mesurer x2. Et on peut calculer la matrice d'observabilité. On va travailler toujours avec la même A, mais avec la nouvelle C. Cette matrice d'observabilité, on doit tout simplement vérifier par la suite son rang. Le rang, il est encore égal à 3. On peut le faire finalement pour C égale à 1, 0, 0. La matrice A étant toujours définie la même. La matrice d'observabilité doit être recalculée pour tenir compte du changement qu'on a fait au niveau de C. Et le rang doit être encore une fois calculé et il est toujours égal à 3. Ça veut dire que si vous disposez d'un seul capteur de niveau, vous pouvez l'implémenter là où vous voulez, parmi les 3 réservoirs. Il va vous renseigner sur les 2 autres hauteurs XI. Donc, la matrice C, on va revenir à notre matrice de départ. Comme ça. Et notre système est observable juste avec la mesure de x3. Le système, il est complètement observable. Alors, bien évidemment, l'observabilité du système, il dépend de la matrice C, mais elle dépend aussi de la matrice A. Aujourd'hui, parce qu'on a une matrice A qui fait que chaque variable d'état dépend des autres variables d'état, c'est ce qui fait que x3 qui est mesuré, il est observé d'une manière évidente, directement, mais que x1 et x2 vont être déterminés à partir de x3 et ça par passage à l'aide de la matrice A. Alors vous imaginez par exemple si on a une matrice A qui est diagonale. Alors quand on a une matrice
matrice A qui est diagonale, ce qui veut dire tout simplement que toutes les variables d'état sont indépendantes, ben là, si vous ne mesurez pas une variable d'état, il ne faut pas s'attendre à pouvoir l'observer. C'est tout à fait logique. Et encore une chose qui est évidente, si on mesure les 3 variables d'état, ça serait évident que le système est complètement observable. Donc, si par exemple, on définit la matrice C comme étant l'identité 3 fois 3, alors ça veut dire tout simplement qu'on est en train de mesurer les 3 variables d'état. La matrice d'observabilité serait donnée par une matrice 3 fois 3, 9 lignes et 3 colonnes. Et là, vous arrivez à voir comme quoi la matrice C, elle est déjà dans le premier bloc. C'est l'identité. Alors, on n'a pas besoin de ces lignes pour dire que le rang de cette matrice est égal à 3. Là, on voit directement une matrice 3 fois 3 dont le déterminant n'est pas nul. Mais ça, c'est évident. Et ça ne sert pas à grand-chose parce qu'on ne va pas mesurer l'ensemble des variables d'état pour discuter par la suite l'observabilité. On est en train de discuter l'observabilité dans un contexte d'instrumentation réduite. Ça veut dire qu'on ne dispose pas d'assez de capteurs. C'est là où l'observabilité devient pertinente. C'est que juste avec un capteur de niveau, vous pouvez mesurer une des variables d'état pour observer les autres. Alors maintenant, après une première analyse en boucle ouverte, il s'est avéré que notre système est stable en boucle ouverte. Avec l'entrée dont on dispose, à savoir QE, il est complètement commandable. Et avec le seul capteur pour X3, il est complètement observable. Alors maintenant, on va essayer donc... Oui. Oui. Monsieur, est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, oui. La question, s'il vous plaît. C'est. Concernant, par exemple, nous sommes dans un cas qu'on veut optimiser les nombres des capteurs qui détectent, par exemple, dans un système, les sorties d'IN. D'accord. Il vaut mieux de chercher d'optimiser ou là de travailler dans la matrice A ou là dans la matrice C. Tout ce qu'on peut changer par choix de capteur, c'est la matrice C. La matrice A, c'est une matrice qui est propre au système. C'est la dynamique, c'est la nature du système lui-même. Autrement dit, vous ne pouvez pas changer la matrice A. Vous pouvez, en fonction des capteurs dont vous disposez, changer la matrice C. Si on dispose par exemple d'un seul capteur, on aura une seule sortie et la matrice C serait une ligne, comme l'exemple qu'on a, C égale à 0, 0, 1. Si on dispose de 2 capteurs, on aura 2 sorties. La matrice C serait de dimension 2 fois 3. Et comme l'évident exemple que j'ai donné tout à l'heure, c'est l'identité quand il s'agit de 3 capteurs. Mais la matrice A, vous ne pouvez jamais la changer. La matrice A est une propriété intrinsèque au système. C'est votre système qui vous donne la matrice A. Monsieur, ce que je veux dire, c'est que notre recherche n'est pas le changement des matrices. Par exemple, comme vous avez dit avant, que la matrice A donne une idée sur la dépendance entre les variables d'IN. Oui. Donc, on peut avoir une idée pour choisir le bon capteur. Évidemment, oui. C'est pour cela que je dis, pour par exemple optimiser le nombre de capteurs, on peut par exemple observer ou rechercher chez la matrice A pour avoir par exemple certaines dépendances entre les variables. Je parle des grands systèmes, par exemple, on a beaucoup de variables, etc.
Oui. et savoir comment optimiser le nombre les capteurs et par étude de dépendance entre les variables. Évidemment, oui. Alors, moi, j'ai donné l'exemple extrême quand la matrice A est diagonale. Alors, quand la matrice A est diagonale, ça veut dire x1, x2 et x3 sont indépendantes. Et là, si vous ne mesurez pas une variable d'état, vous ne pouvez jamais l'observer. Mais supposons par exemple que x1 est lié à x2, mais x1 et x2 ne sont pas liés à x3. Ça veut dire que x3 se trouve isolé, mais que x1 et x2 sont liés. Ça, on peut le voir sur une matrice A. Alors, si on a ce cas de figure, on se dit que x3, du moment qu'il est isolé, nécessite un capteur. C'est normal. Par contre, x1 qui est lié à x2, il se peut qu'une seule mesure de x1 ou bien de x2 permet d'observer l'autre variable. Dans ce cas-là, on est déjà guidé sur le fait que l'on va utiliser deux capteurs. Mais maintenant, si ça se trouve que x1, x2 et x3 sont liés, il se peut, comme à l'instar de notre exemple d'aujourd'hui, qu'un seul capteur serait valable pour les trois variables d'état. Je parle observation, évidemment. Alors maintenant, il faut savoir que dans la pratique, parfois, il y a des grandeurs physiques, tout simplement pour lesquelles il n'y a pas de capteur. Par exemple, il n'y a pas un capteur de volume pour un gaz. Alors on se demande, est-ce que la mesure de sa température et de sa pression vont nous renseigner sur son volume? Chose qui est vraie sous l'hypothèse que le gaz soit parfait. Oui. Alors maintenant, il y a des grandeurs physiques pour lesquelles il y a un capteur, mais que la morphologie du système lui-même ne permet pas de coller le capteur. Ça se trouve dans un endroit, par exemple, qui n'est pas accessible. Là, si vous voulez, par exemple, mesurer le courant I au sein d'un moteur que vous voulez contrôler, alors si les bornes, les spires, ne sont pas accessibles à l'extérieur, vous ne pouvez pas implémenter un capteur de courant. Ce serait alors intéressant si la mesure avec un capteur tachymétrique, par exemple, un capteur de vitesse, pouvoir observer ce courant. Là, on est dans le cas de figure où la grandeur peut être mesurée. C'est un courant électrique, sauf qu'il n'est pas accessible à la mesure. Alors là, évidemment, on va voir donc l'intérêt de cette notion, à savoir l'observabilité. Alors maintenant, du moment que notre système est commandable et qu'il est observable, on peut alors le contrôler en boucle fermée. Alors aujourd'hui, par exemple, on a un système qui est stable. Et donc, on ne va pas chercher à le stabiliser en boucle fermée. Il est déjà stable. Par contre, il y a d'autres performances qu'on peut améliorer, à savoir, par exemple, le dépassement, le temps de réponse et l'erreur en régime permanent. Pour les performances transitoires, donc tout ce qui est en relation avec le régime transitoire, comme le dépassement, le temps de montée ou le temps de réponse, on peut les améliorer en utilisant ce qu'on appelle une commande dynamique. Par contre, tout ce qui est précision, ça nécessite une commande statique. Toujours, pour contrôler un système, ça doit se faire dans l'ordre. On doit commencer par la commande dynamique, puis aller chercher la commande statique. Alors maintenant, on va essayer de calculer la fonction de transfert en boucle ouverte pour essayer de voir les pôles qu'on a. On va voir par la suite que ces pôles sont exactement les valeurs propres de A. Ça, c'est évident. Mais on va essayer donc justement de voir par la suite comment choisir les pôles, c'est-à-dire si vous disposez d'une technique qui vous permet de changer les pôles. Oui, mais comment va-t-on choisir les nouveaux pôles? C'est-à-dire comment lier le choix de ces pôles, leurs valeurs,
directement aux performances qu'on va s'attendre du système une fois implémenté en boucle fermée. Alors maintenant, pour calculer la matrice de transfert H de P, qui est X3 de P sur QE de P, la QE elle est en majuscule juste pour dire que c'est la transformée de la place de QE. Cette fonction transfert, comme on a vu dans le cours, c'est C, l'inverse de PI-A, qui multiplie B. Alors maintenant, du moment qu'on a utilisé pour la matrice C 0,01, on est en train de calculer pour la sortie X3. On va ressortir avec une seule fonction de transfert qui est X3 sur QE. Si on veut changer la sortie, calculer une nouvelle fonction transfert, cette fois-ci, par exemple, celle de X1 sur QE, tout ce qu'on doit changer, c'est la matrice C. Et le cas extrême, encore une fois, si vous prenez pour la matrice C l'identité, vous allez donc calculer avec cette formule, toujours la même, 3 matrices de transfert. 3 fonctions de transfert, pardon. Ça serait une matrice de transfert. Vous allez calculer d'un seul coup 3 fonctions de transfert qui correspondent à x1 sur QE, x2 sur QE et x3 sur QE. Alors le calcul formel, ça se fait avec cette formule. Mais pour calculer le polynôme caractère, la fonction de transfert, on peut le faire sous MATLAB. Alors, si on est sous MATLAB et qu'on dispose déjà des matrices A, B, C et D, on va utiliser la fonction SS de TF. Alors, c'est pour dire state space to transfer function. Cette commande vous donne la fonction transfert à partir de la représentation d'état. Pour l'utiliser convenablement, on doit construire un numérateur et un dénominateur qui vont être le numérateur et le dénominateur de la fonction de transfert. Et on doit introduire les matrices caractéristiques A, B, C et D. Alors, une fois c'est fait, MATLAB va nous donner le numérateur et le dénominateur. Alors, comment les utiliser par la suite? Tout simplement, le vecteur numérateur et le vecteur dénominateur regroupent les coefficients numérateur et dénominateur de notre fonction de transfert. Alors là, vous pouvez le voir. Pour le numérateur, on a un coefficient de 30,0953, ça se trouve ici. Les autres coefficients sont par ordre décroissant, correspondant respectivement à P à la puissance 3 pour 1, le coefficient A2, le coefficient A1 et le coefficient A0. C'est comme ça donc qu'on calcule avec une seule commande, en une seule syntaxe, en une seule ligne, la fonction de transfert. Alors maintenant, du moment qu'on a notre numérateur et notre dénominateur, si on appelle cette fonction par exemple H, boucle ouverte, ça serait tout simplement TF, numérateur, dénominateur. Et comme ça donc, MATLAB va vous donner la fonction de transfert. Alors maintenant, cette fonction de transfert, ça correspond à la fonction de transfert x3 sur QE, le débit d'entrée. Alors on peut tracer la réponse indicielle en utilisant la commande STEP. STEP, c'est la réponse à un échelon au niveau de QE.
Alors maintenant, si le débit d'entrée change brusquement de 1, ça veut dire dans notre cas 1 mètre cube par seconde, on récupère cette réponse pour x3. Pour x3. Vous voyez bien comme quoi la valeur finale de x3 elle est très importante. C'est de l'ordre de 13 000 mètres, mais c'est juste parce que ça correspond à un débit qui n'est pas des moindres. C'est 1 mètre cube par seconde. Vous arrivez à imaginer un débit de 1 mètre cube par seconde. C'est à peu près une tonne d'eau par seconde. Alors là, comme quoi notre système est stable, ça se voit directement sur le fait que x3 il est borné. Il va s'établir à un régime permanent qui est stable. Donc, si on veut visualiser la réponse de x2 et de x3, on doit calculer leurs fonctions de transfert respectives. Et bien évidemment, là, on va à chaque fois changer la matrice C. Alors maintenant, on peut construire le schéma fonctionnel de notre représentation d'état sous MATLAB. Alors pour ce faire, je l'ai déjà. Et là, vous arrivez à voir notre système en boucle ouverte. Alors le bloc State Space, ça se trouve dans la bibliothèque Simulink, sous la rubrique Système linéaire. Il vous permet donc de construire un système par son modèle dans l'espace d'état. Il suffit d'introduire les matrices A, B, C et D. Donner par la suite les conditions initiales et valider. Du moment qu'on a déjà sous MATLAB les matrices A, B, C, D, on les a directement introduites dans notre modèle comme étant A, B, C et D. Alors là, je vais définir le point d'équilibre. Alors maintenant, ils sont chargés dans le workspace. Ça veut dire que MATLAB maintenant, il sait le débit d'équilibre, par exemple, qu'on a pris aujourd'hui pour 100 litres par heure, 278 10 puissance moins 5 mètres cubes par seconde. On a aussi notre point d'équilibre, XE, avec les valeurs à l'équilibre. Alors maintenant, notre système en boucle ouverte est prêt pour la simulation. On va lancer la simulation et on va essayer de visualiser X1, X2 et X3. Alors là, au niveau de l'entrée, le débit que je vais imposer va être soustrait de débit d'équilibre. Et de même, notre système qui va nous donner juste les différences à ce niveau-là, on va lui ajouter les valeurs au point d'équilibre. Comme ça, on va récupérer X1 complet, X2 et X3. Alors, bien évidemment, si je prends QE égale au point d'équilibre, ça veut dire que X1 ne va pas bouger par rapport à sa valeur d'équilibre. Là, on peut le voir sur la figure de X1. La valeur à peu près de 26 cm, 0,26. Alors, si on prend un débit d'entrée QE, qui est égal à la moitié du débit d'équilibre, à votre avis, que va-t-il se passer pour X1?
Donc, vous aviez un débit QE, équilibre, et la hauteur X1, au niveau du premier réservoir, avait une valeur à peu près de 26 cm, la hauteur. Maintenant, j'ai réduit le débit. Je l'ai divisé par 2. Que va-t-il se passer pour X1? Le système deviendra instable. Supposons que vous avez le réservoir sous la main, autrement dit, vous avez la vanne pour contrôler QE. Vous avez donné le débit d'équilibre et à un certain moment, vous voyez comme quoi X1 s'est stabilisé à 26 cm. Maintenant, vous allez fermer à moitié la vanne. Vous allez laisser passer juste QE sur 2. Que va-t-il se passer pour X1? On ne peut pas dire qu'il va se déstabiliser. La stabilité est une propriété du système, il ne dépend pas de l'entrée. Vous l'avez bien remarqué, quand on a étudié la stabilité, on s'est basé uniquement sur la matrice A. La matrice B n'a aucun effet sur la stabilité. Si un système est stable, ce n'est pas l'entrée qui va le déstabiliser. La stabilité d'un système est une propriété intrinsèque au système. Un système est stable quand il est stable. Ce n'est pas face à une entrée. Alors maintenant, essayez d'imaginer l'expérience. Vous réduisez le débit à l'entrée. Que va-t-il se passer pour X1? Il va diminuer progressivement. Très bien. Il va diminuer. Initialement, il était à 26. Et là, il va diminuer pour aller chercher un autre point d'équilibre. Pour aller chercher un autre point d'équilibre. Si on augmente la durée de notre simulation, question de donner au système le temps pour établir son nouveau équilibre, vous arrivez à voir comme quoi là, on a une nouvelle valeur à l'équilibre. Donc la hauteur qui était égale à peu près 26 va se stabiliser à une autre valeur à peu près égale à 8 cm. 8 cm. Alors, ça va se passer au niveau de X2 également. Et au niveau de X3. Du moment que le système est stable, face à n'importe quelle entrée bornée, les variations de X1, X2, X3 vont elles aussi être bornées. C'est-à-dire, on va juste changer le point de fonctionnement. Alors maintenant, si par exemple, on augmente la valeur du débit, au lieu de le diviser par 2, je vais le multiplier par 2. Vous l'aurez donc soupçonné, X1 va augmenter, on est en train de remplir davantage. On est en train de remplir. Alors maintenant, ce qui est pertinent quand on étudie un système linéaire, c'est que si vous multipliez l'entrée par 2, vous multipliez également la sortie par 2. Ça, c'est une propriété de la linéarité. C'est l'homogénéité du système. Et ça se passe au niveau de X2 ou de X3. X3 aussi va augmenter. Alors maintenant, X3 au départ avait une valeur à peu près de 18 cm, on est là. Et quand on lui impose un débit variable sous forme d'un échelon, ben on est en train de remplir. Et X3, il est en train d'augmenter pour aller chercher un autre équilibre. Alors là, on remarque que notre système a une réponse apériodique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oscillation au niveau de X3.
Et ça, on peut le démontrer en disant tout simplement que les valeurs propres qu'on a calculées, qui sont les pôles de notre système, sont des réels négatifs. Il n'y a pas de partie imaginaire, ce ne sont pas des complexes. Du coup, il n'y a pas d'oscillation, il n'y a pas de dépassement. Alors maintenant, si vous remarquez bien sur la figure, on a un temps de réponse qui est assez élevé. Autrement dit, là vous avez 50 secondes, 100 secondes. Donc le système va se stabiliser à son nouveau point d'équilibre à peu près au bout de 300 secondes, 5 minutes. 5 minutes, c'est trop comme temps de réponse. Est-ce qu'il est possible maintenant d'accélérer ce système? Alors là, on s'est commencé à poser les questions sur l'amélioration des performances. Notre système est déjà stable, il n'a pas besoin d'être stabilisé. Alors, apparemment, il n'est pas rapide. Peut-on l'accélérer? Heureusement, il n'a pas de dépassement. Mais si jamais il y avait un dépassement, est-ce qu'on pouvait l'amortir? Donc, ce sont les performances en régime transitoire. Alors maintenant, c'est justement l'objectif de la commande dynamique. Si vous n'êtes pas satisfait des pôles de votre système, vous pouvez les changer. Mais ça va se faire en boucle fermée avec une commande dynamique. Alors maintenant, on va essayer de changer les pôles de notre système de façon à ce que le système accélère un petit peu. Alors, les valeurs propres de A, initialement, sont données par la commande EIG-A. En anglais, eigenvalue sont les valeurs propres. Et la syntaxe ou bien la commande, c'est EIG. Alors, on a les trois valeurs propres de départ. On désire maintenant avoir d'autres pôles. On est en train de changer les pôles. On est en train de faire ce qu'on appelle un placement de pôle. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que plus un pôle a une valeur absolue qui est grande, c'est l'inverse de la constante de temps. Autrement dit, vous avez intérêt à augmenter la valeur absolue des pôles pour accélérer un système, passant par la réduction de sa constante de temps. Qu'est-ce qu'on a fait dans notre exemple? On a pris le pôle ayant la valeur absolue la plus importante et on aurait pu fixer P1, P2 et P3 égale à cette valeur la plus importante des trois valeurs propres. Ou encore peut-être la multiplier par 2 ou par 5. Sauf qu'il faut garder dans l'esprit que si vous voulez accélérer votre système, ça va se passer sur le plan physique. Il faut s'attendre à des débits d'entrée qui sont très importantes. Alors maintenant, on va entrer dans la discussion de la vanne qui permet d'alimenter les réservoirs. Alors, si jamais on dispose d'une vanne avec un débit limité, demander une commande excessive pour accélérer le système risque de la saturer. Si vous voulez coûte que coûte accélérer le système, peut-être qu'on va penser à changer la vanne. Ce que je veux dire là, c'est qu'il faut être raisonnable quand on choisit les pôles. Personne ne vous empêche de choisir un pôle quelconque. La seule condition pour réussir à placer les pôles là où on veut, c'est que le système soit commandable, chose qu'on a déjà vérifiée. Mais maintenant, il faut penser à l'aspect pratique, à la réalisation physique. Il ne faut pas exagérer. Sinon, on va redimensionner le système. Parce que sinon, on va le saturer. On imagine bien que si on veut remplir vite fait
il faut injecter des débits qui sont très importants, chose qui peut ne pas être réalisable sur le plan physique. Alors là, pour avoir, si vous voulez, un certain compromis, on a pris le pôle ayant la valeur absolue la plus grande, on l'a divisé par 3. Évidemment, si vous êtes face à ce problème, vous allez faire des essais, c'est-à-dire vous allez choisir les pôles et essayer de calculer par la suite le signal de commande, autrement dit le débit qui va attaquer les 3 réservoirs, et voir s'il est réalisable pour votre système, oui ou non. S'il est réalisable, vous pouvez accélérer davantage. Si ce n'est pas réalisable, il faut être plus raisonnable au niveau du temps de réponse ou temps de montée. Alors maintenant, supposons qu'on ait décidé sur les nouveaux pôles. On va voir maintenant comment calculer la matrice de retour K, façon à imposer ces pôles. La loi de commande pour une correction dynamique va être donnée, comme déjà énoncé dans notre cours, U de t égale un vecteur consigne, W de t, moins Kx de t. Alors, X, c'est le vecteur d'état. K, c'est la matrice qu'on va devoir calculer. Et W de t, c'est le vecteur qui regroupe les consignes. Alors, aujourd'hui, on désire contrôler X3. Donc, W de t serait tout simplement X3 consigne. X3 consigne. Donc, sous MATLAB, on va définir X3 consigne comme étant 0,25. Donc là, X3 consigne, c'est 0,25 mètres. C'est la consigne qu'on veut avoir. Et on va maintenant contrôler notre système en boucle fermée. La matrice de dynamique du système en boucle ouverte ne peut pas être changée. C'est toujours la matrice A. Mais en boucle fermée, cette matrice de dynamique serait notée à corriger et elle est égale à A moins BK. Si les valeurs propres de A déterminent le fonctionnement en boucle ouverte, ce sont les valeurs propres de A moins BK qui vont déterminer le fonctionnement en boucle fermée. Et là, heureusement, on a un élément réglable qui est K. Alors maintenant, est-ce qu'on peut calculer K de façon à imposer les valeurs propres à A moins BK? Oui, c'est vrai, à une seule condition, que le système soit commandable. Les matrices A et B étant données, on peut calculer la matrice K pour placer les valeurs propres de A moins BK, notées AC, aux valeurs désirées. Pour ce faire sous MATLAB, on doit commencer par introduire les valeurs des pôles qu'on veut avoir. Donc on a pris moins 0,6299 divisé par 3. Donc on a 3 pôles de valeurs égales. Et par la suite, sous MATLAB, on utilise la commande ACHR. ACHR nécessite comme argument A, B, et là où vous voulez placer les pôles, autrement dit les pôles en boucle fermée, le vecteur grand P. Et MATLAB, par la suite, il va vous donner la matrice K. On vérifie par la suite avec la commande EIG les valeurs propres de A moins BK. Et les valeurs propres de A moins BK, vous pouvez le voir, ce sont des réels purs de même valeur, moins 0,21. Moins 0,21. Avec cette matrice K, on arrive donc à placer les pôles aux valeurs souhaitées. Alors maintenant, si on a calculé la matrice K, on va essayer de simuler le système en boucle fermée pour vérifier qu'il est toujours stable et espérer qu'il va être plus rapide. Alors là, c'est la réponse indicielle pour la fonction de transfert calculée en boucle ouverte.
Donc, avec la matrice H calculée comme précédemment. Et là, on va calculer maintenant la matrice de transfert après correction dynamique. Donc, qu'est-ce qui change dans le calcul des deux fonctions de transfert? Je vous rappelle l'expression de matrice de transfert CPI moins A moins 1 multiplié par B, on est là. Alors maintenant, si on veut calculer la fonction transfert après correction dynamique, qu'est-ce qu'on doit changer dans cette expression-là? Monsieur, c'est la matrice A qui va changer. Très bien, c'est justement la matrice A. Au lieu de travailler avec la matrice A qu'on avait tout à l'heure, on va travailler avec le A corrigé. Par contre, les matrices C et B vont être conservées. Voilà. Là, vous êtes en train de voir la matrice de transfert dans sa réponse indicielle avant correction. J'attire votre attention aux coordonnées du temps. 50, 100, 150. Et là, une fois on a fait la commande dynamique, là, ce qui a changé, c'est la matrice à corriger. Évidemment, maintenant, cette matrice H de transfert, ou cette fonction de transfert, a les nouveaux pôles. Qu'est-ce que vous pouvez dire quant à la rapidité? Le système est plus rapide. Il est beaucoup plus rapide. Vous arrivez à le voir. Hein? On est passé d'un temps de réponse dans les voisinages de 300 secondes à un temps de réponse inférieur à 1 minute. Inférieur à 1 minute. Donc là, on a on a fait un choix en quelque sorte qui est raisonnable. On peut accélérer davantage, mais comme déjà énoncé, donc il ne faut pas le faire au détriment de votre système physique. Alors maintenant, une question. La première fonction de transfert H, elle correspond à x3 sur le débit QE. C'est-à-dire, elle vous montre l'évolution de x3 suite à un changement du débit d'entrée QE. Qu'en est-il pour la deuxième fonction transfert? Elle correspond à quelle variable sur quelle variable? Au niveau de la sortie, c'est x3. Et toujours, on n'a pas changé la matrice C. Mais qu'est-ce qu'on a maintenant à l'entrée? La fonction transfert en boucle ouverte, c'est x3 sur le débit, QE. Mais la fonction transfert en boucle fermée, ça va être x3 sur quoi? Monsieur, sur X3 consigne? Très bien. C'est sur x3 consigne. Qu'on a fixé tout à l'heure à 0,25. Mais là, sur la figure, on voit que ça converge à une valeur différente, très éloignée même de 0,25. Alors là, on n'a pas un problème avec le dépassement, il est dans les deux cas nuls. On est arrivé à accélérer notre système. Donc, on a amélioré les performances en régime transitoire. Mais là, on voit clair le problème de précision. X3 consigne, c'est égal à 0,25. Et X3 à la sortie, il dépasse les 3000 mètres. Là vient le rôle de la commande statique.
C'est maintenant qu'on va essayer d'annuler l'erreur de vitesse. Pour ce faire alors, on va ajouter une matrice de compensation. On va faire ce qu'on appelle une correction statique. Le principe est très simple. On va calculer la matrice de transfert en boucle fermée. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore AC. Alors, AC serait égal à moins, donc on n'a pas encore calculé K, je suppose. Donc, on va essayer de faire comme ça. Alors, je ne sais pas, il y a un pointeur d'un certain OS. On vous demande bien de vouloir l'enlever. Là, vous arrivez à le voir là? Ça, c'est un autre utilisateur, je suppose. Voilà. Essayez donc... Bon, j'avais donné la possibilité de commander tout à l'heure. Je n'étais pas vraiment très concentré là-dessus. Alors là, on a notre matrice A, on a notre matrice K. On va calculer A corrigé comme étant A moins BK. Et avec cette nouvelle matrice AC, on va essayer maintenant de calculer la nouvelle fonction transfert H, qu'on va noter H boucle fermée. Pour l'instant, il n'est pas encore défini. On va utiliser la commande state space to transfer function. Mais on va introduire la bonne matrice A, C au lieu de A. On a alors H boucle fermée qui est donné par 30,1 sur le dénominateur que vous êtes en train de voir. Alors, est-ce que vous pouvez me dire comment calculer le gain statique de cette fonction transfert? Il va être égal à combien? Le gain statique. 30,1 sur 0,009. Très bien, donc le gain statique, c'est le dernier coefficient de num, le quatrième, que vous voyez là, divisé par le dernier coefficient de den. Et c'est à peu près 3250. Raison pour laquelle, tout à l'heure, quand on avait imposé une consigne, quand on avait utilisé la commande step, c'était pour un échelon unitaire, on a récupéré au niveau de la sortie à peu près 3250. 3250. Alors maintenant, ce gain statique fait qu'en régime permanent, x3 va être égal à 3250 fois x3 consigne. Si on veut annuler l'erreur statique, à combien doit être égal le gain statique? 1 sur KS. Le gain statique de toute la fonction, il doit être égal à 1. Très bien. Parce que si vous avez un gain statique qui est égal à 1, ça veut dire qu'en régime permanent, x3 va être égal à 1 fois x3 consigne. C'est ce que veut dire que x3 est égal à x3 consigne et que l'erreur est nulle. Alors maintenant, l'idée derrière la commande statique, justement pourquoi on l'appelle la compensation statique, c'est qu'on va tout simplement multiplier la consigne par l'inverse du gain statique avant de l'introduire comme vraie consigne. Autrement dit, si vous voulez, on va essayer d'exprimer ça d'une manière un peu bête. Si vous avez un système qui multiplie par 3250
toute consigne désirée, ben vous n'avez qu'à la diviser au préalable par 3250 et l'introduire comme étant la consigne. Étant donné qu'il va la multiplier par 3250, vous aurez ce que vous voulez. C'est ça l'idée derrière la commande statique. Sauf que si on a un système à plusieurs variables, on va parler d'une matrice des gains statiques, qui à cette fois-ci doit être diagonale unité, doit être égale à l'identité, et non pas égale à 1. Dans le cas d'une simple fonction transfert qu'on est en train de voir aujourd'hui parce qu'on dispose d'une seule entrée, le gain statique doit être égal à 1, le scalaire 1. Mais si on a un système à plusieurs entrées, qu'on a fixé plusieurs consignes, cette matrice de transfert en régime permanent doit être égale à l'identité. Alors maintenant, on va calculer le gain statique. Vous pouvez le voir, là. Et on va calculer une matrice qui aujourd'hui c'est un simple scalaire L égale à 1 sur Ks. 1 sur Ks. On récapitule maintenant donc tout ce qu'on a fait. Alors là, vous avez le schéma fonctionnel de votre système. Et à l'encontre de ce qu'on a vu sous MATLAB, là, c'est une représentation compacte. C'est une représentation matricielle. Là, par contre, vous avez une représentation éclatée qui nous permet de visualiser x1, x2 et x3. L'entrée étant QE. Là, par exemple, si on prend le premier coefficient de la matrice A, là, c'est la dépendance de dx1 sur dt en fonction de x1. C'est bien ça. d de x1 sur dt en fonction de x1. Ben, c'est tout simplement le coefficient moins 0,2415. Moins 0,2415. Alors maintenant, on va essayer d'implémenter une commande dynamique. Alors maintenant, là, vous avez la fonction transfert h de p calculée avec la matrice A. Et comme on a déjà dit, c'est x3 sur QE. C'est x3 sur QE. En boucle fermée maintenant, on va rajouter la matrice de correction dynamique. K1, K2, K3. Le signal de commande QE égale la consigne moins K fois X. Donc, moins K fois X. Ça veut dire moins K1 X1, moins K2 X2, moins K3 X3. Et une fois instaurée la commande dynamique, on recalcule la fonction de transfert qui cette fois-ci correspond à x3 divisé par x3, pardon, là c'est x3 consigne, pas x1 consigne, c'est x3 consigne. Alors maintenant, on va rajouter L. Tout à l'heure, on avait un gain statique différent de 1 à ce niveau. Maintenant, on va multiplier par L. Autrement dit, on est en train d'accommoder la consigne pour que finalement on récupère une erreur qui est nulle. Une erreur qui est nulle. Donc ça, on peut le voir là sur un schéma Simulink. On a notre matrice K qui est déjà calculée sous MATLAB avec la commande ACARE. Et on a la matrice G ou bien la matrice L à ce niveau-là, qui est l'inverse du gain statique. Tout à l'heure, le gain statique, c'était B sur A, num sur den. Alors maintenant, on l'a inversé. On a pris le dénominateur sur le numérateur. Comme ça, une fois multiplié par son inverse, ça va donner 1.
Alors maintenant, x3 consigne, il vaut 0,25. On va lancer la simulation et aller voir ce qui se passe au niveau de x3. Ben voilà, vous voyez comme quoi l'erreur statique elle vaut 0. À ce niveau-là, vous avez 0,25, la consigne. Et vous voyez que la hauteur h va passer de 0 jusqu'à la valeur 0,25. Là, je vous rappelle une chose très importante. On est en train de travailler avec le modèle linéaire. Ça veut dire qu'on est en train de travailler juste avec les différences. Et ça veut dire que vous avez imposé comme consigne 0,25 qui correspond physiquement juste à la différence par rapport à x3 que vous aviez tout à l'heure. x3 avait une valeur de 18 cm, alors on veut l'augmenter de 25 cm. Et là, vous récupérez donc le passage de 0, et 0, c'est le point d'équilibre, jusqu'à la nouvelle différence. On résume et on dit que la hauteur h va passer, la hauteur x3 va passer de 18 cm dans la réalité à 18 plus 25, en centimètres bien sûr. Mais là, on peut le voir déjà avec le modèle aux variations, comme quoi l'erreur est nulle. L'erreur est nulle. Alors maintenant, le problème de cette commande statique, c'est que le calcul du facteur de compensation L, là, on a noté L dans la diapo, le calcul de ce L repose sur le calcul de la fonction de transfert. Autrement dit, il dépend des matrices A, B, C et D. Et donc, toute erreur au niveau de la modélisation va être induite sur le calcul de L. Autrement dit, maintenant, si vous voulez appliquer cette commande au système réel, et si par malchance, mais c'est très probable, qu'il a une matrice A, B, C ou D légèrement différente par rapport aux matrices sur lesquelles vous vous êtes basé pour calculer la commande, vous n'aurez pas le résultat souhaité. C'est ce qu'on appelle la robustesse. La commande statique n'est pas robuste. L'erreur va être égale à 0 à condition que vous aviez bien calculé la fonction de transfert. Autrement dit, vous avez un modèle qui reflète parfaitement la réalité. Alors, c'est chose impossible dans la pratique. Sauf que dans la pratique, la situation n'est pas très grave. Comment? Ben, tout simplement, on va calculer L et on va lancer l'essai expérimental sur le vrai système. Et s'il s'avère qu'on a besoin de retoucher L, ben on peut le faire sur terrain. Il n'y a pas de problème. On peut le faire. Mais néanmoins, il faut garder dans l'esprit que la commande statique n'est pas robuste et que son implémentation dépend étroitement de la modélisation. Toute erreur au niveau de A, B, C, D, soyez sûr qu'elle va être induite sur le résultat final. Alors maintenant, si on utilise un correcteur proportionnel intégral, les résultats vont être différents. Vous savez très bien que quand en boucle ouverte, on a un pôle nul, l'erreur va être égale à 0. Peu importe le système qu'on est en train de contrôler. On dit alors qu'un correcteur PI va assurer une précision de 100%, même si on a des erreurs au niveau de la modélisation. Le correcteur PI est alors dit un correcteur robuste. Alors maintenant, la phase suivante serait de voir comment implémenter un correcteur PI dans l'espace d'état. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Ça va? Vous arrivez à suivre?
Oui, monsieur, oui. Alors maintenant, ce qui reste dans notre cours, c'est grosso modo 3 choses. La première, c'est comment implémenter une commande intégrale et voir comme quoi il va assurer une erreur nulle. Voir aussi la deuxième chose, c'est que la commande intégrale va rejeter les perturbations. Il va rejeter la perturbation. Et la troisième des choses, aujourd'hui, on a supposé que x1, x2 et x3 sont accessibles à la mesure. Parce que vous pouvez le voir là. Pour implémenter la commande dynamique, on a besoin d'un retour d'état. x1, x2, x3. Alors que dans la réalité, on ne dispose que de x3. Et là, donc, on va voir comment ajouter un observateur. Alors maintenant, on va juste voir la première partie, comment rajouter une action intégrale, chose avec laquelle on va terminer notre séance. Donc, cette fois-ci, on va supposer que notre système est décrit par une équation de dynamique donnée par x point égale ax plus bu plus un certain P de t. Alors, P de t, c'est un vecteur inconnu qui représente une perturbation extérieure. Soit qu'il est inconnu, c'est-à-dire sa valeur n'est pas connue, soit que ça correspond à un phénomène physique qu'on n'a pas modélisé dans notre système. Un phénomène physique, par exemple, qu'on a négligé. Une fuite au niveau d'un réservoir. Une fuite au niveau d'un réservoir n'a pas été prise en considération lors de la modélisation. Alors, x point, maintenant, n'est plus le système ax plus bu, ça c'est le système nominal, mais on lui rajoute un certain p de t, une perturbation. La loi de commande avec action intégrale, elle est donnée par u de t égale moins ki fois une certaine intégrale moins k fois x. Donc, il y a une composante proportionnelle à l'intégrale qui est moins ki fois l'intégrale, plus une autre composante qui est proportionnelle à x. On dit alors que c'est un correcteur proportionnel intégral. À l'intérieur de l'intégrale, on n'a rien d'autre que l'erreur entre w qui est le vecteur consigne et xc qui correspond aux variables d'état consignées, c'est-à-dire les variables d'état qu'on veut contrôler. Aujourd'hui, dans notre exemple, c'est x3 qui est toujours sélectionné parmi les variables d'état. Donc, pour instaurer une commande proportionnelle intégrale, on va alors calculer deux vecteurs, ou bien deux matrices de retour, KI et K. Alors maintenant, notre système est décrit par trois équations, vous arrivez à le voir là. La première équation, c'est le modèle de notre système, x point égale à ax plus bu plus p de t. Z point, c'est l'erreur dérivée. Donc, c'est c'est l'erreur directement, z point, parce que z de t serait l'intégrale de l'erreur. Donc, c'est la consigne moins les variables d'état qu'on veut contrôler. Et u de t, c'est l'expression de moins ki fois l'intégrale de z point, donc c'est z, moins k fois x. Alors maintenant, on peut réarranger ces équations sous forme matricielle et augmenter l'état par z point. On aura donc x point et z point en fonction de xz plus les deux entrées qu'on a. Une qu'on ne peut pas contrôler, c'est P de T, c'est une perturbation, et l'entrée consigne qu'évidemment, on va fixer. Alors maintenant, si on arrive à placer correctement les pôles de cette matrice maintenant, tout entière,
si les valeurs propres de cette matrice sont bien placées, en régime permanent, on aura un système stable. Ça veut dire qu'on aura x point et z point, tous les deux qui vont être égaux à 0. Parce que x et z, à un certain moment, ils vont se stabiliser. Quand ils vont se stabiliser, on aura alors cette quantité qui est égale à 0. Ce n'est rien d'autre que ça. Alors, si x point et z point s'annulent à un certain temps, on aura alors les variables d'état qu'on veut contrôler qui sont égales à leur consigne. Ça veut dire tout simplement qu'on a une erreur statique nulle. Mais plus encore, on arrive à calculer la perturbation qui était avant inconnue. Alors là, on va voir les choses autrement. Supposons par exemple que vous avez la main sur la vanne et que vous pouvez contrôler le débit, QE. Alors, vous voulez contrôler X3 et vous imposez un débit donné, QE. Il y a un autre élément qui vient ajouter un autre débit sans que vous en soyez conscient, qui va essayer de perturber X3. Supposons que vous avez un bon correcteur qui va essayer d'éliminer l'effet de cette perturbation. C'est ce qu'on appelle la réjection de la perturbation. Alors, s'il est vrai qu'on peut rejeter l'effet d'une perturbation, ça veut dire qu'on est capable d'estimer cette perturbation. C'est ce que fait la commande intégrale. Il vous permet de reconstruire la perturbation, même s'il est inconnu. Donc, elle va essayer de calculer la perturbation et elle va essayer de la contrecarrer. Elle va essayer de la compenser. Et ça se fait en boucle fermée avec un correcteur proportionnel intégral. Alors aujourd'hui, on va terminer la séance juste avec la simulation pour voir à quel résultat on s'attend. Et pour la séance prochaine, on va essayer de voir comment développer les calculs. Alors maintenant, si vous avez une commande intégrale avec la matrice K et la matrice KI qui sont calculées, pardon là, KI qui est calculée, quand vous imposez une consigne, X3 consigne, vous pouvez voir comme quoi X3 va coller avec la valeur consigne. Chose plus importante, qu'est-ce qu'on va faire? On va supposer que notre système est perturbé. Alors là, vous avez le signal de commande, c'est-à-dire le débit que vous voulez pour contrôler votre système, le système. Et sans que vous en soyez conscient, je vais rajouter à ce niveau-là un autre débit perturbateur. J'ai choisi un débit perturbateur sous forme d'un échelon qui va commencer à l'instant 75 secondes et qui a pour valeur 2 fois le débit QE à l'équilibre. Alors on va voir que va-t-il se passer au niveau de X3 étant donné qu'on impose toujours la même consigne, X3 consigne égale à 0,25. Alors, X3, il va essayer donc de regagner la valeur X3 consigne, et ça se fait à peu près à 50 secondes. Après, à l'instant 75 secondes, on a rajouté un débit, qui est en réalité une perturbation. Et là, on voit clair que le correcteur a pris un certain temps, c'est vrai,
mais il a réussi par la suite à ramener x3 à sa valeur consigne. C'est-à-dire qu'il a compensé l'effet de cette perturbation. Plus encore, cette perturbation extrême droite, on peut la reconstruire. C'est-à-dire qu'on peut estimer sa valeur. Voilà. Au début, le correcteur, il sait que la perturbation était 0. Et puis par la suite, il a su comme quoi on a une perturbation de 2 fois QE à l'équilibre. Alors maintenant, c'est vrai pour une perturbation qui est constante. Alors si jamais on a une perturbation qui est variable, alors si la perturbation est variable, le correcteur proportionnel intégral, malheureusement, ne va pas pouvoir la compenser. Donc x3 n'est pas compensé. Mais justement, ça reste un résultat très important face à des perturbations qui sont constantes. Toute perturbation qui est constante va être complètement rejetée avec un correcteur proportionnel intégral. Alors aujourd'hui, on a juste vu à quoi on s'attend quand on instaure une commande proportionnelle intégrale. La séance prochaine, on va enchaîner avec comment calculer K et KI, mais surtout comment les calculer en utilisant MATLAB. Comment reconstruire la perturbation. Et on va essayer de terminer par ce qu'on appelle l'observateur. On va essayer de voir comment calculer un observateur qui va lui-même observer les autres variables d'état qu'on a vu nécessaires pour instaurer la commande en boucle fermée. Donc, on va se voir le vendredi à 15 h pour une dernière séance de cours. Mais par la suite, il va nous rester des séances de TD. Alors, la séance prochaine, on va essayer justement de discuter comment ça va se passer les séances de TD. Est-ce qu'on va travailler comme ça à distance sur MATLAB? Est-ce qu'on va revenir au présentiel? On n'en est pas sûr pour l'instant. Alors, est-ce que vous avez des questions à propos de ce qu'on a vu aujourd'hui? Donc, mis à part le PI, parce qu'on n'a pas développé les calculs. Monsieur, s'il vous plaît, concernant la rapidité du système, plus que la valeur du pôle augmente, le système est plus rapide. Est-ce que cela est valable même dans les systèmes non linéaires? Non. Déjà, pour un système non linéaire, il n'y a pas de notion de pôle parce qu'il n'y a pas fonction de transfert. Mais maintenant, si on travaille avec un système linéaire qui rapproche le fonctionnement d'un système non linéaire par linéarisation, chose qu'on a fait aujourd'hui, là, il y a la notion de fonction transfert. Et par conséquent, il y a un sens au terme pôle, qui est la racine du dénominateur. Et à ce moment-là, oui, c'est vrai. Quelconque soit la fonction de transfert, plus vous augmentez les pôles, plus les constantes de temps sont réduites et le temps de réponse aussi. Quel que soit l'ordre du système. Comment? L'ordre du système, que ce soit par exemple de deuxième ordre. Il n'y a pas de problème. D'accord. À chaque fois que les pôles sont éloignés de l'axe imaginaire, c'est-à-dire qu'ils sont sur la partie réelle négative, le demi-plan gauche, plus ils s'éloignent de l'axe imaginaire, c'est-à-dire plus ils ont une valeur réelle, une valeur absolue de la partie réelle qui est importante, meilleure serait la rapidité. Meilleure serait la rapidité. Ça, on peut le voir directement pour un système de premier ordre, parce qu'un système de premier ordre qui a une constante de temps t, son pôle, c'est directement -1 sur t. Mais c'est aussi valable pour des systèmes de second ordre ou d'ordre quelconque. Et donc, pour accélérer un système, on a intérêt à augmenter la valeur absolue des pôles. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors maintenant, une chose qu'on ne va pas traiter dans notre cours, c'est
un système qui n'est pas commandable, mais un système qu'on appelle un système stabilisable. Supposons par exemple que vous avez un système avec 3 variables d'état. Un système avec 3 variables d'état, mais que juste 2 variables d'état sont commandables. La troisième n'est pas commandable. Donc, vous ne pouvez pas lui imposer son pôle. Alors, tout ce qu'on peut faire, c'est espérer que son pôle ne soit pas à partie réelle positive. Si c'est le cas, on dit que le système est contrôlable. Il y a une différence dans la nomenclature entre commandable et contrôlable. Commandabilité et contrôlabilité. Un système qui est contrôlable, ça veut dire que c'est un système que toutes les variables d'état qui échappent à la commande sont heureusement par nature stables. Donc, ils ne vont pas poser un problème au niveau des performances pour les autres variables d'état. Mais vous imaginez très bien que si vous avez un système où il y a une variable d'état qui n'est pas et qui est en stable, ben ça ne sert à rien. La commande dynamique ne peut pas être instaurée. Il va condamner tout le système. On va condamner tout le système. Donc, dans notre cours, on s'intéresse aux systèmes qui sont complètement commandables. Parce qu'en fait, supposons par exemple aujourd'hui qu'on avait trouvé un système qui n'est pas commandable. C'est-à-dire, par exemple, qu'avec le débit QE, vous n'arrivez pas, par exemple, à contrôler X1. Ou bien, par exemple, vous ne pouvez pas contrôler X2, vous ne pouvez pas contrôler X3. Alors, ce qu'on fait dans la pratique, c'est qu'on va changer la conception. Si aujourd'hui, une seule vanne a suffi pour contrôler les 3 variables d'état, tant mieux. Mais si, par exemple, on avait calculé avec le critère de Kalman la matrice de commandabilité, on est tombé sur un système qui n'est pas commandable, peut-être il faut penser à ajouter une autre vanne au niveau d'un autre réservoir. Par exemple, un moteur électrique, il est complètement commandable avec une tension au niveau de l'induit. Dans le sens où elle vous permet de contrôler et le couple, et la vitesse, et la position. Mais pour un autre système qui n'est pas commandable avec l'entrée dont on dispose, on peut changer la conception et rajouter d'autres entrées de commande. Donc, on va essayer de discuter ça plus en détail lors des séances de TD. Et aujourd'hui, je pense que c'est tout. Donc, on va s'arrêter là. Espérons vous voir en bonne santé le vendredi. Si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite bonne fin de soirée. Monsieur, Oui. monsieur, j'ai une question par rapport, par exemple, à l'exemple du moteur. Oui. Si, par exemple, on veut commander le moteur seulement avec une tension, monsieur, normalement, si par exemple on veut une consigne pour le courant et une consigne pour la tension, si les deux consignes sont antagonistes. Non, on ne peut pas le faire. Ah, d'accord. Non. Aujourd'hui, pourquoi on a contrôlé juste X3? Ça, on peut le voir sur là. Ça, on va le voir en clair ici. Voilà. Alors, U de T égale à W de T moins KX. Du moment qu'on dispose d'un seul signal de commande qui est U, on ne peut imposer qu'une seule consigne qui est W. On le voit par commodité d'écriture déjà. Et K fois X, ça doit être un scalaire. Supposons par exemple qu'on dispose de 2 entrées pour contrôler. À ce moment-là, oui, on peut imposer 2 consignes. Prenons par exemple le moteur à courant continu. Supposons qu'on ne le contrôle que par une tension, que ce soit au niveau du stator ou au niveau du rotor, c'est-à-dire au niveau de l'inducteur ou au niveau de l'induit. On peut contrôler le couple, on peut contrôler la vitesse, on peut contrôler la position.
mais pas simultanément, parce qu'on dispose d'une seule entrée. Mais ça veut dire que le système, il est commandable. Alors maintenant, prenons l'exemple d'une machine synchrone. Une machine synchrone avec un rotor bobiné. Et on contrôle séparément les tensions au niveau de l'induit et au niveau de l'inducteur. On peut alors, à ce moment-là, faire un contrôle de couple avec un contrôle de vitesse et qui sont séparés. Ou l'exemple le plus parlant, c'est quand on commande le couple à l'arrêt. Je vais essayer de vous rapprocher l'idée. Je veux contrôler le couple d'un moteur étant donné que sa vitesse est nulle. Vous savez ce que c'est, par exemple, un pont monte-charge? Quand on veut monter des charges, on utilise un pont dans les ateliers. Il y a un moteur qui va tirer la charge. Je peux imposer au moteur un couple, même à l'arrêt, un couple non nul qui va juste maintenir la charge. On sait très bien que si le couple est commandable, que ce soit par le courant induit ou inducteur, il en est de même pour la vitesse. Mais là, du moment qu'on dispose de deux entrées, la commande va être beaucoup plus compliquée, ça c'est vrai, mais elle aura deux objectifs, contrôler simultanément la vitesse et le couple. Alors maintenant, le vecteur consigne, comme vous le voyez sur la diapo W de t, il est forcément de même dimension que U de t. Autrement dit, vous pouvez contrôler séparément autant de variables que vous disposez d'entrées pour le faire. U de t. Alors, supposons par exemple aujourd'hui qu'on veut contrôler notre de 3 réservoirs de manière à ce que à un certain temps, x1 soit égal à 0, mais x2 non nul. C'est impossible, physiquement c'est impossible. Du moment qu'on dispose d'une seule vanne pour contrôler QE. Mais qu'en est-il si on a deux vannes? Ben, si on dispose de deux vannes, ça devient possible. Une autre vanne qui va être implémentée au niveau de S2, le deuxième réservoir. Mais si vous avez une seule entrée, vous ne pouvez contrôler à la fois qu'une seule variable. Ça va? Vous avez d'autres questions? Ça va? On se verra le vendredi? Oui, c'est bon, merci monsieur. Alors, je vous remercie également. Je vous souhaite bonne fin de soirée. Je vais quitter la